Pendant ce temps, les deux agents du projet Noah sont en route pour retourner à la base avec Amy. Ils s'arrêtent en chemin pour déjeuner quand l'enfant remarque qu'il y a un carnaval à proximité. Elle semble très enthousiaste à l'idée de s'y rendre, alors Brad propose de l'y emmener. Ensuite, ils s'amusent beaucoup et il semble qu'ils forment lentement un lien. Tout va bien quand soudain, Brad reçoit un appel de son ex-femme, Layla. On apprend que le couple s'est séparé après la mort tragique de leur premier enfant. Brad n'a jamais surmonté ce chagrin, ce qui explique pourquoi il tient tant à Amy. Après l'appel, Brad se perd dans ses pensées à propos de sa fille décédée. Il sait très bien qu'il se passe quelque chose de louche et dangereux au projet Noah. Ainsi, il décide de ne pas emmener Amy là-bas pour la sauver. Brad suit ensuite Doyle aux toilettes et lui assène une attaque surprise, le laissant momentanément inconscient. Il prend ensuite Amy et lui annonce qu'il y a eu un changement de plan. Ils volent une voiture dans un parking voisin et prennent une direction différente. Après quelques heures de route, Brad conduit Amy vers un lac pour qu'elle puisse dire adieu à sa mère. L'enfant, qui a contenu sa tristesse ces derniers jours, laisse enfin sortir toute sa douleur. Elle serre même l'agent dans ses bras en pleurant. Lorsque la nouvelle de l'évasion de Brad parvient au Colorado, Clark est immédiatement envoyé pour le retrouver. Pendant ce temps, Anthony commence lui aussi à avoir des hallucinations vives de Tim, qui lui dit que les choses vont empirer mais qu'il sera là pour l'aider. Un peu plus tard, Brad s'arrête à une station-service où il voit son visage à la télévision. Il apprend qu'il est maintenant recherché pour l'enlèvement d'une enfant de 10 ans. Il se précipite vers une cabine téléphonique voisine et contacte son ex-femme pour lui dire la vérité. Mais il se rend vite compte que Clark est déjà là, lui demandant si elle a eu des nouvelles de Brad. Heureusement, Layla fait semblant de recevoir un appel d'un patient et prétend qu'elle a des visiteurs. Brad comprend le message et lui confesse qu'il l'aime toujours avant de raccrocher. Lorsqu'il revient à la voiture, Brad remarque un shérif qui s'approche et décide de se rendre. Il sait que ce sera plus sûr pour Amy si son histoire devient publique. Brad se rend donc et il est emmené avec Amy au poste de police le plus proche. Mais cela s'avère être une grosse erreur, car Brad entend les policiers être contactés par le département de la Défense. Il est évident que les autorités ne laisseront pas Amy atteindre le grand public. En conséquence, Brad élabore un plan rapide pour s'échapper du poste de police. Il remarque que le shérif est occupé à autre chose. Brad donne donc des instructions à Amy pour qu'elle se faufile derrière le comptoir et prenne les clés des menottes. Elle obéit et en quelques secondes, Brad parvient à se libérer. Au même moment, Clark et ses hommes arrivent au poste de police. Ils sont sur le point de confronter Brad, mais il a déjà pris une arme au shérif. Une violente fusillade éclate, tuant 3 policiers, dont le pauvre shérif. Brad, qui avait servi dans les opérations spéciales, fait preuve d'une grande efficacité. Il tue quelques hommes avant de se battre à main nue contre un autre. Peu après, Brad et Amy s'apprêtent à sortir, mais ils se retrouvent face à Clark. Ce dernier hésite à tirer sur son ami proche, car ils partagent un lien fort. Brad profite de l'occasion et tire sur un extincteur voisin, forçant Clark à reculer. Il attrape ensuite Amy, se précipite dehors et vole une voiture de police pour s'échapper. Malheureusement, leur fuite a un prix, car Amy remarque bientôt que Brad a une blessure par balle. Il semble tenir le coup pour l'instant, mais il saigne abondamment au niveau de l'abdomen. Après s'être éloigné de leurs poursuivants, Brad abandonne la voiture de police et vole une vieille voiture familiale en mauvais état. Il prévoit de se rendre en Arizona, mais il est contraint de s'arrêter après quelques minutes. Brad souffre d'une perte de sang et finit par s'évanouir au volant. Pendant ce temps, Clark ordonne à l'un de ses agents de pirater le téléphone de Layla. Cela s'avère crucial, car Amy utilise bientôt un téléphone volé pour l'appeler. Layla guide la petite fille sur la façon de vérifier les signes vitaux de Brad. Une fois qu'il confirme que le saignement a cessé, Amy pince la poitrine de Brad pour le réveiller et lui tend le téléphone. Mais notre héros le jette rapidement, sachant que les agents peuvent tracer l'appel. De retour au Colorado, Jonas administre une injection à Anthony avec le sérum sanguin et lui insère une puce dans le cou. En attendant, Amy et Brad arrivent dans une vieille maison au bout d'une forêt. L'endroit semble normal jusqu'à ce que Brad tire délibérément un fil piégé qui déclenche une alarme. Une femme nommée Lacey sort bientôt avec un fusil d'assaut dans les mains. Cependant, elle le pose dès qu'elle voit son vieil ami. Il s'avère que Lacey était l'instructeur de Brad dans la marine et lui avait conseillé de ne pas accepter ce travail au projet Noah. Néanmoins, elle accepte de les héberger quelques jours. Ils ignorent totalement que Clark a déjà réussi à localiser cet endroit. L'émission se déroule en 2015, où 2 scientifiques, le Dr Jonas Lear et le Dr Tim Fanning, mènent une expédition dans les hautes terres reculées de la Bolivie. Ils sont ici pour trouver un homme de 250 ans qu'ils croient pouvoir aider à une invention médicale révolutionnaire. Ce voyage est entièrement sponsorisé par le département de la Défense et le Centre pour le contrôle des maladies.
Ils sont accompagnés d'un représentant du département de la Défense, Clark Richard, d'un guide local et d'une équipe de sécurité. Après plusieurs jours de marche dans la jungle, ils arrivent à une grotte au fond d'un ravin. Ils y entrent rapidement et découvrent que l'homme de 250 ans est enfermé dans une cage. Un jeune garçon avec un seau de sang semble déverrouiller la porte. L'équipe américaine ne comprend pas ce qui se passe et Tim s'avance pour interroger le garçon. Ce dernier leur dit de partir, en criant le mot Jararaca, qui signifie vampire en espagnol. En un clin d'œil, l'enfer se déchaîne lorsque le vampire attaque Tim et se dirige droit vers son cou. Clark trouve un long pieu en bois à proximité et parvient à le planter dans la poitrine du vampire. Cependant, les dégâts sont déjà faits, Tim saignant abondamment du cou. La scène se déplace plus tard et Jonas est vu en train de prier dans une salle d'attente de clinique. Il a perdu tout espoir lorsque soudainement quelque chose d'extraordinaire se produit. Tim sort dans la salle d'attente et semble complètement en bonne santé. Il s'exclame même qu'il se sent incroyable et qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, un grand remède contre toutes les maladies. Jonas est ravi de retrouver son ami, mais il remarque alors que la bouche de Tim saigne et que ses dents semblent aussi tomber. À travers une narration, nous découvrons que cet incident a donné naissance au projet Noah. Il s'agit d'un programme secret financé par le gouvernement où des scientifiques expérimentent le sérum sanguin de Tim. Il contient un virus qui pourrait potentiellement guérir toutes les maladies, mais qui pourrait aussi anéantir la race humaine. Les scientifiques utilisent des détenus du couloir de la mort comme cobayes pour tester diverses étapes de leurs expériences. 3 ans plus tard, en 2018, 2 agents fédéraux, Brad et Doyle, sont envoyés à la prison d'État de Huntsville pour une mission spéciale. Ils sont là pour convaincre un détenu du couloir de la mort, Anthony Carter, de participer aux essais du projet Noah. Anthony avait été arrêté pour le meurtre de sa petite amie, mais les agents promettent de faire effacer sa sentence. Anthony a des réserves au début, mais comme il est sur le point d'être exécuté, il accepte l'offre. À la base du projet Noah, dans le Colorado, la scientifique en chef, le docteur-major Nicole Syke, convoque une réunion. Une épidémie de grippe aviaire chinoise a muté et est devenue une épidémie. Il y a crainte qu'elle devienne une pandémie mondiale, avec des projections indiquant qu'elle pourrait atteindre les États-Unis dans 3 mois. Le CDC pense maintenant que leur recherche est le meilleur espoir pour un vaccin. Cependant, Jonas souligne qu'ils sont loin d'avoir un vaccin prêt. Un autre scientifique intervient et dit qu'il a une idée, mais qu'elle est légèrement non conventionnelle. Il les conduit alors au sous-sol où les patients sont gardés. Il résume ensuite les essais jusqu'à présent et nous apprenons que Tim est le patient 0. Il avait 52 ans au moment de l'exposition et a subi une brève période de guérison rapide. Cela a été suivi par un déclin vers un monstre presque catatonique, suceur de sang, qui reste néanmoins immunisé contre les maladies. Après Tim, le projet Noah a commencé à importer des condamnés du couloir de la mort pour les expérimenter. Ils ont donné à ces sujets de test son sérum sanguin et effectué des ajustements en conséquence. Chaque patient est resté en bonne santé plus longtemps, mais finirait par se transformer en vampire. Le dernier patient est Shona Babcock, qui est le meilleur résultat qu'ils aient eu. Il a fallu 28 jours avant qu'elle ne commence à décliner, et elle a conservé son apparence humaine. À partir de tout cela, Daniel a compris que ce n'est pas seulement les ajustements au sérum sanguin qui font la différence. C'est l'âge du sujet, car le sérum attaque les neurones, et les jeunes ont plus de neurones. Anthony Carter, leur dernier patient, a 25 ans et arrivera demain à la base. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un enfant, qui réagirait à la formule avec des effets secondaires minimaux. La scène change et nous rencontrons Amy Belafonte, dont la mère est décédée d'une overdose de drogue il y a quelques jours. Elle n'a ni famille proche ni même éloignée, ce qui fait d'elle le sujet de test parfait. De retour dans le Colorado, les agents Brad et Doyle livrent leur nouveau sujet de test, Anthony, à la base du projet Noah. Ils sont ensuite accueillis par Clark, qui serre chaleureusement Brad dans ses bras. Il est révélé qu'ils sont de vieux amis ayant servi ensemble dans les opérations spéciales. Clark remet ensuite à Brad leur prochaine mission, le dossier contenant les informations sur Amy Belafonte. Quelques heures plus tard, les 2 agents arrivent à la maison d'accueil d'Amy et ont une conversation avec elle. Brad explique que le gouvernement pense que sa mère est morte après avoir été exposée à un toxine. Ils sont là pour emmener Amy chez un spécialiste au Colorado afin de voir si elle a aussi été exposée. Cependant, Amy sent que quelque chose de louche se passe ici et décide de s'enfuir. Elle range ses affaires dans un sac à dos, saute par la fenêtre et s'échappe. Les agents s'en aperçoivent et commencent à la poursuivre dans la rue. Doyle finit par la coincer et tente de l'escorter. Mais quand Amy résiste, il n'a d'autre choix que de la gifler. Une fois qu'elle est en sécurité dans leur voiture, Brad conduit jusqu'à ce qu'ils quittent le quartier. Mais il s'arrête brusquement quelques instants plus tard. Brad attrape alors le cou de Doyle et écrase son visage contre le tableau de bord. Il lui avertit de ne plus jamais frapper Amy,
où il n'hésitera pas à sortir son arme. De retour au projet Noah, un agent de nettoyage nommé Lawrence a une petite conversation avec Jonas. Il révèle que lui et de nombreux autres employés ont fait plusieurs cauchemars réalistes à propos de Tim. Cependant, Jonas ne prend pas ces affirmations au sérieux et les rejette comme étant des symptômes de la fièvre des cabines. Plus tard dans la nuit, Clark rend visite à sa petite amie, Nicole, dans ses quartiers personnels. Ils discutent un moment avant de finir par avoir une relation intime. Cependant, au milieu de leurs ébats amoureux, Clark commence à avoir une hallucination très réaliste de Shauna Babcock. Elle l'accuse de lui avoir menti avant de révéler son visage hideux de vampire et ses dents pointues. C'est à ce moment-là que Clark revient brusquement à la réalité et réalise qu'il était simplement en train de rêver. Le matin suivant, plusieurs agents armés arrivent sur la propriété. Brad et Lacey prennent leur petit déjeuner lorsqu'ils entendent les alarmes retentir dans toute la maison. Ils saisissent immédiatement leurs armes et ouvrent le feu sur les agents qui arrivent. Mais Lacey est blessé dans le processus, obligeant Brad à se rendre. Il espère que cela donnera à Amy suffisamment de temps pour s'enfuir par la porte arrière. Cependant, Clark menace de tuer Brad, et la petite fille décide également de se rendre. Le duo est alors embarqué dans des véhicules blindés et emmenés. En route pour le Colorado, Clark se souvient de la première fois qu'il a rencontré Shauna. Il avait trouvé certains de ces hommes en train d'essayer de profiter d'elle. Clark les a battus et renvoyés avant de calmer Shauna. Ils ont discuté de leur éducation et sont rapidement devenus amis. Clark lui avait aussi promis que les tests ne feraient pas de mal. Une fois arrivés à la base, Amy et Brad sont immédiatement séparés. Nicole rend ensuite visite à la fille et lui explique qu'elle pourrait être le dernier espoir pour des millions de personnes. Cela convainc enfin Amy, mais elle a une condition, Brad doit être avec elle en tout temps. Peu après, Clark amène Brad et lui explique ce qui se passe dans le laboratoire. Nicole explique ensuite le problème grave de la grippe aviaire et comment elle pourrait tuer jusqu'à 3 millions de personnes innocentes. En entendant cela, Brad accepte finalement de coopérer tant qu'Amy a le choix d'accepter ou de rejeter les procédures médicales. Il rejoint ensuite Amy dans sa chambre, mais découvre que les médecins lui ont déjà implanté une puce de suivi dans le cou. Plus tard dans l'après-midi, Nicole visite la chambre et injecte le sérum dans Amy. Cela permet à Tim, qui est gardé dans une cellule spéciale au sous-sol, de sentir la présence de la fille. Ensuite, Amy et Brad font une sieste, mais il est bientôt réveillé par Lawrence, le nettoyeur. Il essaie de prévenir Brad qu'un certain Tim viendra après la petite fille. Mais leur conversation est interrompue par deux gardes qui les séparent rapidement. Plus tard, Brad rencontre Anthony, qui vit dans la chambre juste à côté de celle d'Amy. Le jeune homme révèle qu'il a aussi de vifs cauchemars d'un homme nommé Tim. Cela éveille enfin l'intérêt de Brad, qui décide d'enquêter sur qui est ce Tim. Un soir, Brad parvient à se faufiler dans le sous-sol, une immense zone marquée L4B. Il découvre l'état monstrueux de tous les sujets d'essai et se sent mal d'avoir contribué à les amener ici depuis la prison. Brad regarde la cellule de Tim lorsque Jonas arrive soudainement. Mais le scientifique ne semble pas inquiet de la présence de Brad. En fait, il semble heureux de pouvoir enfin parler à Brad. Il explique que l'apparence monstrueuse est un effet secondaire du sérum, mais qu'ils font cela pour sauver des vies. Brad retourne ensuite dans sa chambre, chargé de nouvelles informations, et décide de faire une sieste. À sa grande horreur, il fait lui aussi un cauchemar très vif de Tim, qui lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin. Quelques jours après cet incident, des événements sombres et tordus commencent à se produire au projet Noah. Jonas découvre que le cerveau de Tim, qui était végétatif depuis des années, présente maintenant une activité électromagnétique extraordinaire. D'autre part, lorsque les infirmières examinent Anthony, elles le trouvent en plein effondrement avec une très forte fièvre. Il est immédiatement emmené chez les médecins, qui décident qu'il doit être injecté avec une nouvelle formule de sérum. En même temps, l'un des soldats les plus fiables de Clark, nommé Paulson, semble avoir perdu la tête. Il est monté sur le toit d'un bâtiment voisin avec un fusil de sniper. Paulson tire alors sur la sous-station électrique, laissant toute la base sans électricité. Clark doit maintenant résoudre le problème rapidement, car les médecins ont besoin des machines de refroidissement pour sauver Anthony. Avec le temps qui presse, Brad se propose de parler à l'agent renégat. On découvre qu'il avait précédemment travaillé comme négociateur d'otages pour l'équipe des opérations spéciales. Pendant ce temps, Anthony sombre dans une sorte de coma où il rêve constamment de sa petite amie. On apprend que Tim est derrière ses hallucinations et qu'il essaie délibérément de manipuler Anthony. Il veut créer son propre armée de vampires en prenant le contrôle de tous les sujets d'essai du projet Noah. Il accélère actuellement la mutation d'Anthony pour le transformer d'un être humain normal en un vampire complet, tout comme lui. Dehors, Brad atteint le toit et parle à Paulson. Ce dernier avoue qu'il a déjà dissimulé un flacon de sang de Tim. Si les autres agents le tuent, ils ne sauront jamais où il l'a caché.
Brad lui dit qu'il veut aussi fermer Noah, mentionnant les rêves et ce qu'il a vu dans le 4B. En entendant cela, Paulson est finalement convaincu et est sur le point de révéler tout ce qu'il sait. Mais à ce moment-là, Clark arrive et lui tire une balle dans la tête. Peu après, l'électricité est rétablie et les médecins se précipitent pour sauver Anthony. Mais il est trop tard, Tim a réussi à envahir son subconscient. Il s'avère qu'Anthony n'a pas tué sa petite amie. Elle s'est suicidée et il a été accusé à tort, car il est un jeune homme noir. En exploitant cette frustration, Tim contraint Anthony à céder et à laisser la mutation envahir son corps. Ce dernier se rend et se réveille bientôt en tant que vampire. Anthony attaque immédiatement un médecin et commence à boire son sang. Un Jonas désespéré essaie d'aider, mais Nicole le tire dans une autre pièce. L'épisode se termine alors qu'elle découvre que Jonas a du sang infecté sur le visage.